communication suivante va être présentée par Pablo Moreira, qui vient d'être nommé PIH il y a quelques semaines en chirurgie cardiaque. Donc Pablo Moreira vient de crâne. Pablo n'est pas membre de l'Académie de chirurgie, monsieur le président. Je pense que vous m'autorisez à présenter. Le titre de sa communication, c'est Intérêt de la simulation en chirurgie cardiovasculaire. Je te demande d'essayer de tenir ton temps de 12 minutes. Je ferai moins. Je voudrais quand même dire que c'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer ce jour devant vous. Je remercie particulièrement M. le professeur Bressler qui m'a convié pour faire cette présentation concernant la simulation en chirurgie cardiovasculaire. J'en profite aussi pour remercier M. le professeur Mathieu qui a été mon premier maître en chirurgie cardiaque et j'en profite pour le remercier en public parce que c'est lui le premier qui m'a enseigné la chirurgie, aussi bien du point de vue théorique que du point de vue pratique. Et à cette époque, il n'y avait pas de simulateur, il n'y avait pas de simulation numérique, il n'y avait pas de cœur en 3D, etc. Et ça ne l'a pas empêché de pouvoir me transmettre une partie de ses connaissances, en tout cas. Et je le remercie pour ça. Et je pense que ça reste encore quand même la pierre angulaire de l'enseignement chirurgical, cette transmission de maître à élève. Alors, j'ai déjà perdu du temps, mais je vais rattraper. Alors, la simulation, pourquoi? Alors, cette diapositive, en fait, n'a rien de spécifique à la chirurgie cardiaque. Quoique, quand même, on a coutume de dire qu'il n'y a pas de petite chirurgie. C'est particulièrement vrai en chirurgie cardiaque, puisque la chirurgie de routine du chirurgie cardiaque est déjà une chirurgie très lourde. L'utilisation de la circulation extracorporelle, la sternotomie médiane totale reste la voie d'abord royale, et ça reste finalement plus de 3/4 de nos interventions, malgré tout ce qu'on peut dire des accès mini-invasifs et des nouvelles techniques endovasculaires. Alors, la simulation, oui, il faut être favorable au développement, à ce progrès pédagogique, puisque entre l'acquisition théorique et le compagnonnage au bloc, qui reste, comme je le disais, la pierre angulaire de cet enseignement, ben, il y a un espace. Il y a un espace pour la simulation, puisqu'il faut développer des environnements où on puisse opérer pour apprendre. Il faut aussi opérer pour maîtriser. Donc répéter plusieurs fois la gestion, répéter les séquences opératoires. Et enfin, il faut pouvoir avoir un endroit où on peut opérer pour tester. Et donc là, la simulation, c'est en fait un lien entre l'enseignement et la recherche aussi. Alors, l'objectif de tout ça, bah, c'est de pouvoir faire un entraînement progressif à tous les gestes, des plus simples aux plus complexes, travailler dans un environnement sans stress, réduire le recours aux cadavres et aux animaux, même si encore à l'heure actuelle, ça me paraît encore indispensable. Et puis, un point qui me paraît très important, c'est de pouvoir s'entraîner aux situations rares. Et en chirurgie cardiovasculaire, on a des chirurgies extrêmement complexes, mais qui sont très rares. Je pense aux chirurgies de la crosse, aux chirurgies des anévrismes thoraco-abdominaux, pour lesquelles on ne peut pas avoir un training simplement avec son expérience clinique. Et là, je pense que la simulation peut être un avantage. Alors, on a coutume de distinguer 3 domaines d'application de la simulation. On peut les appliquer à la chirurgie cardiaque. Mais je vais simplement vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire actuellement. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça nous permettra juste, je pense, de pouvoir discuter de la place de la simulation dans nos formations chirurgicales. Alors, la simulation, c'est une méthode de travail du geste, tout d'abord. Et donc, c'est une aide à la formation technique. L'exemple le plus simple, c'est celui de l'apprentissage d'une anastomose coronaire. Je présenterai plus en détail ces exemples dans la diapo suivante. Le deuxième type de simulation, c'est une méthode de formation stratégique. Et là, en chirurgie cardiovasculaire, c'est très important. C'est probablement la chirurgie qui a le plus d'interaction avec l'anesthésie et aussi la réanimation. Et il s'agit d'avoir souvent une attitude rapide et adaptée, et je pense particulièrement à la conduite d'une circulation extracorporelle. Enfin, troisième type de méthode que permet la simulation, c'est le développement des nouvelles approches. Et dans ce chapitre-là, bah, il y a toutes les nouvelles techniques, les techniques endovasculaires, les techniques robotiques et les techniques mini-invasives. Alors je vais passer très rapidement sur les 3 types d'exemples. Le premier, de l'anastomose coronaire, bien évidemment pour passer du schéma théorique, là, vous connaissez un schéma de l'EMC, à la réalisation chez un patient de l'anastomose coronaire. Eh bien, on a plusieurs méthodes. Alors, on a ce qu'on appelle le dry lab, donc on fait des anastomoses sur des tissus artificiels, on apprend la gestuelle, on apprend à utiliser un gastro-piégeot, on apprend à utiliser des lunettes, à opérer avec un grossissement 3 à 4 fois la normale. Puis, on peut passer
chez l'animal. Donc c'est ce qu'on a développé nous, surtout à l'école des chirurgies. Mais de plus en plus, on s'oriente vers des dispositifs pour apprendre des anastomoses à cœur battant ou à cœur arrêté, donc qui reproduisent un peu mieux la physiologie cardiaque. Donc ça, c'est en cours de constitution. Deuxième exemple, deuxième type de méthode de simulation dont je vous parlais, c'est l'apprentissage de la stratégie. Et là aussi, déjà, nous avons des outils qui nous aident. Et je vais vous parler de la circulation extracorporelle. Vous pouvez regarder ici, en fait, c'est un mannequin sur lequel on va pouvoir installer une circulation extracorporelle. Et on aura, en fait, plusieurs scénarios, des tas de chocs cardiogéniques ou d'accidents de CEC. Et l'étudiant pourra apprendre à gérer ces incidents et en plus d'apprendre la gestuelle de base pour poser une circulation extracorporelle. Et vous voyez que finalement, donc ça c'est une vue réelle d'un bloc opératoire de chirurgie cardiaque avec sa pompe de circulation extracorporelle. Vous voyez que c'est très proche. Donc ça permet aussi d'insister sur le côté complémentaire des différents professionnels qui seront au bloc opératoire. Bien souvent, en chirurgie cardiaque, on se retrouve à 10 dans la salle. Entre l'anesthésiste, l'hypode, les IAD, le perfusionniste, les chirurgiens, l'aide opératoire, la penseuse, etc. Et donc, le chirurgien reste le chef d'orchestre et c'est aussi un apprentissage du management péropératoire. Troisième exemple, donc celui concernant l'apprentissage des nouvelles techniques. Et je crois savoir que ce matin, vous avez pu faire le tour de l'école de chirurgie. Donc, vous avez dû voir ce système-là qui permet de simuler des procédures endovasculaires. Alors ça s'est imposé. Et ça s'est imposé assez facilement parce que c'est du matériel qu'on a pu mutualiser avec nos collègues chirurgiens vasculaires, les cardiologues interventionnels, les radiologues interventionnels. C'est du matériel très coûteux, un investissement très lourd, mais qui s'avère indispensable, surtout pour nous les chirurgiens cardiaques qui avons eu une formation chirurgicale classique et qui n'avions pas ces bases endovasculaires. Donc là, il y a un apprentissage, ça concerne pas seulement la formation primaire, mais aussi la formation secondaire. Et là, on peut dire que c'est une réussite. Et là, c'est vraiment une apport des technologies du numérique, puisque les niveaux de simulation commencent vraiment à être très très intéressants. Et comme nous sommes à l'école de chirurgie de Nancy, je vais en faire un peu la promotion. Donc, bien évidemment, un de nos objectifs, c'est de promouvoir la simulation et de pouvoir déterminer la place qu'elle doit avoir dans le cursus du chirurgien actuel. Donc, à droite, vous avez un type de dispositif qui est déjà commercialisé aux États-Unis, qui est très coûteux. Pour notre part, on s'oriente vers des dispositifs de cœur battant en utilisant des cœurs de porc qui permettront à la fois de faire des procédures chirurgicales et à la fois de travailler sur les prothèses valvulaires et faire de la recherche. Voilà, donc, bon, ça marche pas, mais là, le cœur est battant et donc ça permet d'appréhender la chirurgie à cœur battant et les techniques aussi endovasculaires qui permettront de traiter qui permettent aujourd'hui déjà de traiter la valve aortique et qui très prochainement permettront de traiter la valve mitrale. Je vous avais dit que je serais court. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement, en tout cas dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire? Eh bien, c'est que la chirurgie, la simulation est bien évidemment une aide à l'acquisition de compétences techniques et stratégiques. Ça, c'est déjà actuel. Les technologies nouvelles, et particulièrement le numérique, l'informatique, la création d'organes avec des imprimantes 3D, eh ben, elles permettent d'améliorer ces outils. Et finalement, c'est grâce à cette technologie que la simulation prend toute sa place aujourd'hui. Enfin, je l'ai légèrement évoqué, la simulation en recherche chirurgicale, elle devient essentielle. Et bien évidemment que la simulation, c'est s'entraîner, mais c'est aussi tester de nouvelles techniques chirurgicales. Néanmoins, alors, au risque de paraître rabat-joie, je pense quand même que la simulation ne doit pas être au centre de la formation chirurgicale, ça peut faire l'objet d'une discussion. Et surtout, la simulation ne doit pas subir la pression industrielle. On ne doit pas confondre l'innovation et l'amélioration d'une technique chirurgicale. Alors, pourquoi j'insiste sur ce point? C'est qu'évidemment, il y a des recommandations HS. Évidemment, il est bon pour toutes les universités de développer des systèmes de simulation, l'hôpital virtuel, etc. Mais c'est extrêmement coûteux. Pour l'instant, ce n'est pas parfait. Les chirurgiens cardiaques, ça représente une communauté de 250 chirurgiens, je crois, en France. Et donc, on aura forcément besoin d'aide de l'industrie ou des institutions. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une influence trop forte sur nos pratiques. Voilà. Donc, merci de votre attention.
fois les compliments. Ma question procède sur les modalités d'anastomose des artères coronaires. Quels sont les progrès actuels ou envisageables? Je veux parler des agrafes non transfixiantes, je veux parler des systèmes d'aimants pour faire ces anastomoses. Merci à vous. Merci de votre question. C'est vraiment une question intéressante parce que donc je parlais de mes débuts de formation auprès de M. Mathieu. Je peux vous dire que la technique d'anastomose coronaire actuellement utilisée en routine n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on en est toujours à suturer avec du fil prolène à 8,0. C'est ce qui procure le meilleur résultat. Un taux de thrombose le plus faible, une endothélialisation la meilleure. Et bien évidemment, il y a des projets de recherche pour lesquels les chirurgiens cardiaques ne sont pas assez investis, qui concernent les anastomoses automatiques. Alors, il y a un groupe à Cleveland qui commence à développer ce genre de produits. On a des produits automatiques déjà au niveau de l'anastomose entre la veine saphène et l'aorte, mais pour l'instant, on n'a pas du tout de produit qui puisse remplacer et qui est meilleur que la suture à la main au 8,0. Mais c'est un très beau sujet de recherche. Et au robot, on a vu des aiguilles un petit peu particulières pour les... Alors, il y a des aiguilles, oui. Oui, pour le robot, ouais, là, il y a des aiguilles particulières, mais ça reste c'est pas de la suture automatique. C'est pas encore le système qu'on attend. Moi, j'ai une autre question. Tu as dit que donc, la CEC, il fallait l'apprendre effectivement aux plus jeunes. J'avais vu à Marseille, je t'en ai parlé, hein, j'ai vu qu'on on mettait en situation des équipes déjà formées, en situation de panne, de CEC et autres, et que c'était un élément extrêmement important dans la qualité finalement. Est-ce que vous envisagez à Nancy de faire des workshops avec des CEC et de tester ou de proposer à des équipes finalement complètes de se retester d'entour avec l'arrière-pensée de la recertification finalement? Alors, oui, notre souhait c'est de pouvoir nous équiper de ces simulateurs haute fidélité de CEC. Actuellement, ce qu'on a fait à Nancy, c'est de la simulation sur animal. Donc, qui est très proche de la réalité, avec des équipes aussi de perfusionnistes et de chirurgiens mis en situation de danger. Mais bien évidemment que l'avenir, ce sera appliquer ce numérique, ne pas utiliser d'animal, ne pas sacrifier trop d'animaux pour ce training. Merci Pablo d'avoir tenu les temps. Donc on va...